Bienvenue à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes du Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un écrivain, un journaliste et l'animateur de ce balado qui est déjà rendu à son 23e épisode sur 25. Et pour l'occasion, j'ai invité un écrivain et un scénariste que j'admire depuis plus d'une décennie, Mathieu Simard. Bonjour. Bonjour, ça fait plus d'une décennie, mon Dieu. Ça te rajeunit pas? C'est presque 20 ans. Presque 20 ans. Ça va faire 20 ans la publication de mon premier roman en 2024. Donc, Quand même. En avril 2024, ça va faire 20 ans. Ouais. Puis on enregistre à la mi-janvier. L'épisode va être publié quelques semaines diffusé quelques semaines plus tard. Comment ça va en ce début d'année? Mieux qu'en la fin de l'année précédente. En fait, beaucoup mieux que dans les 2 dernières années. Je dois dire, j'ai eu une passe pas mal tough professionnellement et personnellement. Depuis 2 ans, j'en arrache sur plein de plans. Et non, puis là, c'est comme si je me relançais un peu. Puis c'est pas une histoire de bonne résolution, mais c'est plus coïncidentiel, je dirais. C'est pas que je me suis dit, OK, au début de l'année, il faut que je m'y remette puis que ça fonctionne. C'est tout un processus qui dure depuis un bon bout de temps pour essayer de me retrouver un peu. Puis c'est en train de se placer. Fait que je suis. Puis est-ce que j'ai le droit de demander professionnellement quelles étaient les difficultés? Écoute, j'étais plus capable d'écrire. OK. C'est quand même pas non négligeable quand on écrit dans la vie puis et que c'est notre source de revenus aussi, là, parce que moi, je suis un des quelques privilégiés qui gagne sa vie À temps plein avec ça. avec ça. Donc, c'est sûr que de ne pas écrire pendant 2 ans, de rien... pas juste de rien publier, mais de rien remettre. J'ai pas remis de manuscrit, rien, pendant 2 ans. Puis c'est pas parce que j'en avais pas à faire. Là. J'avais des engagements sur plusieurs projets. Puis évidemment, ça s'arrête jamais. Fait que les nouveaux projets potentiels apparaissent dans ma tête. Puis là, je les accumule. Puis j'ai hâte de me rendre plus loin. Puis non, c'est ça, ça fait... toute ma vie, je procrastine. Je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup, mais là, c'était plus ça. Ouais. Tu sais, procrastiner, ça marche là, pour moi. Là. C'est ma façon de fonctionner. J'attends proche de mon deadline pour vraiment décoller, puis écrire beaucoup, puis faire des gros rushs d'écriture de 10-12 heures par jour, 6000 mots par 24 heures, puis envoyer donc. Puis on écrit tout le roman en quelques jours à la fin, puis un roman que j'aurais préparé pendant 1 an, mettons, là, mais l'écriture. Puis là, j'étais incapable d'avancer. J'étais supposé écrire le tome 2 de ma série jeunesse, Les Pranks. Puis quelques autres projets que j'avais déjà pitchés, puis pour lesquels je m'étais engagé vraiment. Puis j'avais des dates et tout. Puis j'ai jamais été capable de tenir mes promesses. Puis c'est ça qui est le plus difficile pour moi. Dirais-tu que tu avais les idées, mais c'était l'élan d'écrire Oui, qui était tout à fait, parce étouffé? que mon tome 2, ça fait longtemps que je sais. Pendant que j'écrivais le 1, je prenais des notes pour le 2. Il est super planifié, il y a des extraits et tout. Puis là, ben là c'est correct, là, je suis dans l'écriture, la fin de l'écriture maintenant que j'ai réussi à me relancer. Mais dans la dernière année, disons, là, la culpabilité qui venait avec, le fait de savoir ce qu'il fallait que j'écrive, avoir tous mes éléments, puis tout ça, puis être juste incapable de m'asseoir devant l'ordi, puis de taper des mots, puis que ça fasse un roman. Là. Ça marchait juste pas. Puis c'est ça, comme je disais, c'est pas une question de c'est difficile, mais je vais y arriver, ou je repousse au lendemain, mais tout ça, ça allait beaucoup plus profondément que ça. C'était vraiment plus existentiel que ça, je crois, associé avec plein d'autres trucs dans ma vie personnelle aussi, qui faisaient que j'avais plus de place mentale pour gérer quoi que ce soit de créatif et Sans entrer trop dans les détails, est-ce que tu dirais que tu avais du mal à te gérer personnellement? Fait que quand ça prend tellement de place, t'as plus d'espace pour les émotions des personnages ou l'élan que l'écriture exige? Me gérer personnellement, c'est plus complexe que ça, toujours. Là. De toute façon, le travail d'écriture, c'est quelque chose de complexe en soi. Puis je sais qu'il y a bien des gens qui écrivent dans la douleur, mais ça n'a jamais été mon cas. Puis c'est comme si là, il fallait que ça le soit. Puis si je voulais être capable, il aurait fallu que ce soit dans une énorme douleur que j'aurais pas été capable de tolérer parce que c'est pas ça pour moi, écrire. Ouais. Puis j'aurais pas le goût non plus de travailler pour la destination. Parce que pour moi, mon fun, c'est le chemin. Pour me rendre, puis une fois que c'est fait, tant mieux. Mais j'écris pas pour avoir écrit. J'écris parce qu'écrire me fait du bien. Puis là, je voyais pas la possibilité qu'écrire me fasse du bien parce que j'avais pas cet espace-là dans mon univers des dernières années pour être capable de le faire, pour être capable d'aligner des mots, puis être fier de moi, puis avoir du fun, puis que ça me fasse du bien. Puis comment t'as débloqué ça pour que l'écriture revienne?
en thérapie, entre autres. En thérapie, des choses qui se placent tranquillement dans ma vie. J'ai eu Ma mère est tombée malade, ça a été difficile, beaucoup de gestion, beaucoup de subitement, Alzheimer assez foudroyant. En quelques mois, ça a complètement déboulé. Ça a été quelque chose de difficile. J'ai une blessure au dos depuis 7 ans qui a empiré énormément dans les dernières années. La douleur chronique, c'est bien tough pour travailler. Mm-hmm. Surtout quand on est toujours dans la même maudite position en tant que Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est la crainte d'avoir mal, parce que, tu sais, il y a des positions dans lesquelles j'ai pas mal du tout, mais ouais, c'est ça. La crainte d'avoir mal, le fait de pas pouvoir marcher. Moi, je peux presque pas marcher. Maintenant, ça va mieux un peu. Puis avec ça vient de la médication différente, tout ça. Puis gérer la médication aussi, c'est pas terrible quand c'est ton cerveau qui fonctionne, puis que là, tu garoches plein d'affaires dans ton cerveau qui changent vraiment ta relation avec le monde, tout ça. Parce que le principal médicament que je prenais pour mon dos, c'était un antidépresseur, que ça donnait que c'était pas si mal d'avoir un antidépresseur à ce moment-là. Ouais. Mais forcément, c'est rough. C'est toute une dynamique différente intérieure. Puis là, tu vois, la question étant comment j'ai fait pour débloquer. Je vais me faire opérer au dos dans à peu près 6 mois. Ça dépend toujours, là, on ne sait jamais les délais. les délais, mais c'est autour de 6 mois, je vais me faire fusionner 2 vertèbres. Puis, ce qui est rough, là, c'est une grosse opération assez majeure, mais juste la perspective d'avoir une possibilité que ça fasse beaucoup moins mal ou pas mal du tout, ça me réjouit terriblement. Puis je pense que juste ça m'a donné... Puis ma mère, ben, les choses se placent parce qu'elle est en résidence. Mon frère s'est bien occupé d'elle. Puis tout ça, ça m'a enlevé un certain poids. Puis bon, une espèce de deuil à faire de sa santé que j'ai dû faire qui est en train d'être fait. Puis plein d'autres choses dans ma vie. Mais c'est ça en faisait beaucoup. Disons que j'ai eu des années assez tough ces derniers temps. Puis c'est pas juste, tu punches à la job, puis tu repars après, puis tu retombes dans tes problèmes, puis pendant la journée, dans la job, ben, tu y penses pas trop, ou tu y penses, mais ça t'empêche pas de faire ta job. Quand ta job, c'est de réfléchir, puis de... Connecter à tes émotions. Oui, connecter à tes émotions, rentrer dans des rôles, des personnages pour lesquels il faut que tu puises en toi. Si ce que tu as puisé en toi n'existe pas parce que tu l'as pas, cette place-là, ça rend ça bien difficile. On a parlé des 20 ans de carrière qui approchent, mais je te ramène en 2011, parce qu'en préparant mes questions, je suis retourné dans un texte que j'avais écrit sur mon blog avant même d'être journaliste rémunéré. Mais c'était quand même pas pire écrit, tu vas voir. Je te lis un extrait. Ouais. La tendresse attendra de l'auteur Mathieu Simard est le genre de roman que vous débutez en sachant instantanément qu'il va vous rentrer dans le cœur, qu'il va bercer les allers-retours de vos pupilles jusqu'à très tard le soir, parce que c'est impossible de l'arrêter, parce que vous vous y retrouvez et parce que vous avez l'impression d'appartenir à ce que vous lisez, comme si son auteur était venu vous observer et qu'il était reparti avec une partie de votre humanité pour la coucher sur papier. Quand il y a des lecteurs qui disent que tes mots vibraient comme s'ils émanaient d'eux-mêmes, ça te fait quoi d'entendre ça? Il y a quelque chose entre le flatteur et le troublant, je dirais, parce que... non, mais tu sais, c'est le fun, c'est toujours le fun. Tu te dis, ah, wow, OK, ça a l'air que je suis pas pire dans ce que je fais. Ouais. Mais étant un artiste, ben, je doute tout le temps, hein, puis j'ai toujours l'impression que peut-être que je suis pas bon, tu sais, puis peut-être que c'est pas pour moi de faire ça. Fait qu'il y a comme quelque chose de... Il est sûr? Il est sûr qu'il a lu le même livre que moi j'ai écrit, là? Parce que... fait que, oui, il y a cette espèce de doute, là, mais tu vois, ça fait 20 ans, puis quand tu m'as invité à venir ici, dans ma tête, je me disais, OK, 25, des plus belles plumes, c'est un peu comme Claudia, là, qui se sentait un peu... Claudia Larochelle. Claudia Larochelle, qui trouvait qu'elle n'avait pas sa place là. Moi, c'est pas tant que je trouve pas que j'ai pas ma place là, mais c'est que quand tu m'as invité, je me suis dit, ben non, pourquoi moi, je débute? Dans ma tête, je suis encore un débutant. Ça, c'est drôle. C'est comme moi qui prétend être encore un peu de la relève parce que j'aime ça croire que j'ai l'air plus jeune que mon âge. Puis là, les gens sont comme, t'as 11 livres publiés, t'arrêtes maintenant. Mais non, mais ça dépend où est-ce que tu te places dans ta tête par rapport à ton métier. Puis j'ai l'impression d'avoir tout à apprendre encore. Fait que j'ai l'impression de débuter. Moi, j'ai l'impression d'être un jeune débutant qui apprend ce métier-là, puis tout ça, puis qui devrait pas se retrouver dans un podcast où il y a 24 autres auteurs de super belles plumes au Québec et tout. Mais en plus des compliments, le paragraphe que j'ai lu,
sous-entend qu'il y a quelque chose, une capacité d'observation chez toi qui permet de te connecter avec les lecteurs. Est-ce que Ouais. tu sens que c'est une de tes forces? Je pense que oui, en fait, transmettre les émotions de mes personnages et le faire en peu de mots, avec beaucoup d'évocation. Ça fait partie pas mal de mes talents. Je suis pas... parmi les choses pour lesquelles je suis pas très fort, c'est la construction d'une histoire ou des trucs comme ça. Mes histoires sont, en général, relativement banales. Tu veux dire dans leur structure? Ouais, ou même dans ce que je raconte. Une peine d'amour, c'est une peine d'amour, puis tout ça, mais... J'aime que tu dises que c'est fondamentalement banal, alors que dans La tendresse attendra, il y a 2 punchs qu'on ne voit jamais venir. Oui, qui m'ont surpris moi-même. Oui. C'est la meilleure façon d'avoir un bon punch, c'est que si tu l'as pas prévu, puis qu'à un moment donné, il t'apparaît, ben au moins, tu sais que toi aussi, le lecteur va être surpris aussi. Mais non, mais oui, je sais construire des histoires, puis j'apprends de plus en plus à le faire, mais ma force est plus dans le micro-moment très émotif, ce qui est absolument paradoxal, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui comprend ses émotions, ou qui gère bien ses émotions, ou qui est capable de les exprimer. Là. Je suis quelqu'un pour qui les émotions, c'est un mystère. T'sais. Est-ce que c'est parce que tu t'intéresses plus aux émotions des autres qu'aux tiennes? Alors, je pourrais avec les émotions des autres aussi. Comment tu fais pour écrire de même d'abord? Ben, je pense que c'est une espèce de mécanisme de projection, justement, pour essayer de comprendre l'émotion comme concept. Je suis obligé d'y creuser par l'écrit, qui est mon médium, Ouais. plus que la parole, plus que le one-on-one. Je suis pas quelqu'un de social, là. Je suis pas quelqu'un qui est bon avec les gens en général. Mais ça me surprend quand même que tu me dises que t'es pas le plus à l'aise pour analyser tes émotions, les identifier, puis etc. Parce que c'est pas ça qu'on perçoit dans ton écriture. Non, je sais, puis c'est vraiment quelque chose de particulier parce que je me fais pleurer en écrivant. Là. Je me bouleverse moi-même quand j'écris ici ailleurs. L'histoire d'un couple qui vit un énorme drame, ben c'était dur pour moi, là, puis j'essayais... En fait, c'est parce que je m'étais projeté dans une situation que je veux jamais vivre. Puis là, j'étais capable d'aller puiser là-dedans un peu qu'est-ce que je ressentirais, puis il y a quelque chose, quand j'arrive à le rendre viscéral pour mon personnage, ben là, je suis capable de cracher quelque chose, mais à l'écrit. Je suis capable de faire ressentir ça avec certaines images, certains mots. Mais si tu me disais... maintenant là, raconte-moi le drame de... Tu me dis comment tu vis la maladie de ta mère. Il n'y aura pas grande émotion dans mon affaire parce que c'est pas comme ça que ça processe. Pour moi, c'est très rationnel. Et je pense que c'est pour ça que l'écriture, pour moi, n'est pas juste quelque chose de le fun. Pour moi, c'est un réel besoin. Ça l'a été longtemps. Je vais revenir à ce qu'on disait par rapport au fait que j'ai eu de la misère à écrire dans les 2 dernières années. Il y a beaucoup de ça. Beaucoup du fait que j'ai perdu l'espèce de petite vision que l'écriture devrait être une espèce de pulsion, un besoin. Puis là, ça devenait plus une obligation. Puis c'est pas ce que je veux. Même si c'est mon métier, j'aime pas que l'écriture soit quelque chose que je suis obligé de faire parce que je me suis engagé. Et donc, oui, je me suis mis à penser juste à la destination. Puis, comme je disais tantôt... moi, c'est le chemin. Là. C'est le chemin qui est mon besoin. Je veux explorer le chemin puis ton rapport au lecteur. Je veux savoir, est-ce que tu fais partie des auteurs qui s'intéressent, qui se branchent exclusivement sur ce qui les anime pour lancer un projet ou t'ajoutes à ce qui t'anime, t'ajoutes dans l'équation comment les lecteurs pourraient réagir à un thème quand tu construis un personnage, quand tu choisis un niveau de langage, à quel point ils font partie de ta réflexion? J'aimerais vraiment te dire que je m'en fous des lecteurs puis que j'écris juste ce qui me vient parce que spontanément, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que je voudrais. C'est un peu ça mon processus quand j'intellectualise mon écriture. Je le fais pour moi, puis les moments, les choses qui fonctionnent le plus d'ailleurs, qui plaisent le plus, c'est celles que j'écris sans le moindre souci du lecteur. Mais je suis très, 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 très sensible à la critique, qu'elle soit positive ou négative. Et je me suis souvent retrouvé à écrire en pensant à une personne qui est venue me voir dans un salon du livre et qui m'a dit
telle scène dans ton livre, ça m'a tellement touché. Puis là, ça travaille. Là. Puis là, c'est comme, OK, comment ça que cette scène-là en particulier? Puis c'est quoi la recette qui a mené à? Puis tout ça. Puis ça, c'est la pire affaire que je peux faire. Parce qu'il n'y a pas de recette. Puis si j'essaye de faire des recettes, ça ne sera pas bon, ce que je vais faire. Ouais. Fait qu'il faut toujours que je me ramène à, OK, oublie pour qui t'écris parce que c'est jamais la même personne. Les gens ont des besoins différents. La même personne, tu peux écrire 2 fois le même livre, la même personne va l'aimer une fois, va pas l'aimer le lendemain parce qu'elle n'est plus dans le même mood ou parce que... Fait que je peux pas... Mais mettons, quand vient le temps de choisir l'une de tes nombreuses idées, on va dire que tu en as 5 qui t'animent fort. Vas-tu choisir celle qui a le potentiel de rejoindre le plus de gens, sachant que les 5 te tentent vraiment? Tu as quelque chose à dire dans les 5 directions? Non. Ce sera pas le lecteur qui va être mon élément, qui va faire que je vais plus en choisir un que l'autre. Ça va vraiment être question de... Tu sais, si j'ai 5 bonnes idées, là, que je pense que vraiment ça ferait des bons romans, là, je vais jamais oublier ces 5 idées-là. Là. Ils vont rester dans la to-do list de livres à écrire qui s'allonge, et qui s'allonge, et qui s'allonge, puis que il va falloir que je vive jusqu'à 173 ans pour tout écrire les romans que je veux écrire. Mais... De quel âge, d'ailleurs? Comme c'est indiscret. Et là, j'ai juste répondu comme c'est indiscret parce que dans ma tête, je me disais, j'ai quel âge? Je ne sais pas. Je pense que j'ai 48 ans. Ah ouais? Oui. C'est drôle parce que tantôt, quand tu parlais des défis, des difficultés que tu as vécues, je me suis dit, est-ce que c'est aussi ce cliché de la crise de la quarantaine? Mais non, t'es rendu plus loin que ça. Oui, je suis plus loin. Non, mais mine de rien, par contre, ça joue l'âge parce que j'ai plus l'énergie spontanée que j'avais quand j'avais 22 ans puis que j'étais capable de passer une nuit complète sans dormir, à écrire pendant 12 heures de temps non-stop. Je fatigue beaucoup plus, mon cerveau fatigue, mes yeux fatiguent. Tu as plus de responsabilités dans ta vie aussi. C'est terrible. Je suis rendu vieux. Puis oui, j'ai des enfants, je suis un adulte, là, on dirait. Là. Et, il paraît. Il paraît. Mais quand tu es un auteur, tu veux pas vraiment être un adulte. Pas moi. C'est pour ça qu'on pense qu'on est encore dans la relève. Oui, on pense qu'on est encore dans la relève. Oh là là! Oui, non, mais le temps, je vois pas ça passer. Je suis passé tantôt, en m'en venant ici, je suis passé devant le Saint-Édouard où tu as lancé un livre il y a je sais pas combien de temps, une dizaine d'années. Il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Ouais. Ça montre à quel point je suis pas sociable. Hein. Je me souviens de cette... Mais t'es venu quand même au lancement. Et j'étais là à ce lancement-là, mais c'est ça fait 9 ans, puis je m'en souviens comme si c'était une affaire que j'ai faite récemment. Ouais. Mais c'est ça, c'est que le temps passe tellement différemment par rapport à la publication des livres et à l'écriture que j'ai pas du tout l'impression que... Tu sais, j'ai écrit toute ma vie de toute façon. Là. J'étais au secondaire, puis j'écrivais dans des cahiers tout ce qui me passait par la tête, puis tout ça, parce que ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien d'écrire. Puis fait, tu sais, oui, à un moment donné, bon, le roman publié est arrivé dans le processus, mais l'écriture... A toujours été là. Existait avant, existait après. Puis le fait de juste pouvoir, tu sais, écrire, puis... ne pas avoir de job, ça fait comme ça fait filer jeune aussi. Là. Ça fait filer... j'ai pas encore de job. Ça va me prendre une job, mais là, je ne l'ai pas encore. On n'a pas besoin de faire de 8 à 5. Non. On peut écrire le vendredi soir, le samedi matin, si ça nous tente. Fait que oui, le rapport au temps est complètement différent. Complètement. Puis c'est ça, des fois, le temps passe lentement, des fois, il passe vite. Puis il n'y a pas de critères réels qui mènent à ce feeling-là. Tu sais, des fois, tu peux écrire quelque chose qui marche super bien, puis tu te rends compte que, oups, il y a 3 semaines qui viennent de passer, puis d'autres fois, ça va être comme, OK, ça fait 1 heure. Ouais. C'est vraiment troublant, le rapport au temps, quand on fait ça dans la vie. Ouais. Il y a quelques années, je pense que c'est en revenant du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, on avait partagé un taxi entre l'aéroport et nos quartiers à Montréal, puis je me souviens t'avoir questionné sur... ce que j'imaginais comme le danger de perdre son lectorat si on change de genre littéraire, ou si on n'écrit pas un livre dans la lignée du livre ou des livres qui ont fait en sorte que les lecteurs sont tombés en amour avec nous. Puis je pense me rappeler qu'à l'époque, tu me disais, pendant des années, oui, c'était peut-être un peu plus risqué, mais les choses sont en train de changer. Il y a moyen de goûter à plusieurs styles, à plusieurs genres littéraires. Est-ce que tu penses encore ça? C'est quoi ta réflexion là-dessus? J'ai compris que j'avais des lecteurs fidèles. Ça, j'en ai. J'ai une base, j'ai un lectorat qui m'aime depuis longtemps. Il y en a une gang que c'est depuis le tout début, depuis Échec amoureux et autres niaiseries, puis que je sais que
je vais avoir leurs commentaires sur mon prochain roman à chaque fois que j'en sors un, peu importe. Puis il y en a d'autres que c'est avec La tendresse attendra qui qui m'ont découvert puis qui ont été hookés. Puis après ça, ben, t'en as que tu perds. Puis tout ça, mais Parce que, par exemple, moi, je t'ai découvert avec La tendresse attendra. Ensuite, je suis allé lire Échec amoureux et autres niaiseries, Ça sent la coupe. Puis, c'est quand même... Il y a 2 tonalités émotives différentes, mais ça fait quand même partie d'une certaine famille. Quand on va dans les écrivements, on est ailleurs. Comment t'as senti la réaction de ton public ou de tes fidèles à ça? Avec Ici ailleurs, c'est là que j'ai switché vraiment. Il y a eu comme la scénarisation du long-métrage, Ça sent la coupe, entre les deux. Après La tendresse attendra, puis il y a eu Pavel aussi, une incursion dans la jeunesse. Fait que j'ai comme une espèce de gros gap là, dans mon écriture, même si j'ai continué à écrire énormément parce que la scénarisation, c'est interminable. Et tout. Puis je suis arrivé après avec complètement autre chose avec Ici ailleurs, qui était une tragédie avec très peu d'humour, qui ramenait au thème du deuil, qui est omniprésent dans à peu près tout ce que j'écris, et de l'amour et de la difficulté d'aimer, disons. Mais dans un style complètement différent. Et là, je sais que j'allais dire perdu, mais j'ai pas perdu de lecteurs. J'ai déstabilisé beaucoup de mes lecteurs fidèles. Je sais qu'il y en a qui se sont dit, hop, OK, c'est plus pour moi ce qu'il fait, puis c'est très correct. Il y en a qui se sont dit, ah, celui-là, je l'aime moins, je verrai ce qu'il fera après. Puis il y en a d'autres qui se sont dit, ah, je suis content qu'il change un peu parce que, à un moment donné, je vais pas réécrire le même livre plein de fois non plus. Puis les écrivements, oui, est complètement ailleurs, mais est un petit peu plus abordable, disons, je dirais, pour tous les lecteurs, dont mes lecteurs fidèles. Mais Admettons, si tu voulais écrire un roman d'horreur, un roman policier, ou aller dans un recueil de poésie, penses-tu que tes fidèles te suivraient? C'est pas très important. Je pense qu'il y en a une gang qui me suivrait par curiosité, par respect, par fidélité, justement, parce qu'ils trustent ma façon de travailler les mots aussi. Là, parce que j'ai un style qui est relativement particulier. J'ai une approche à la langue qui est assez unique. Donc, même si, oui, on est ailleurs avec les écrivements par rapport à La tendresse attendra, mettons, on reconnaît quand même en quelque part ma façon d'écrire qui évolue. Mais fait que j'ai cette unicité-là que je crois que certains lecteurs apprécient, puis si je fais un recueil de poésie ou si je fais un policier, ils vont vouloir retrouver ça. Puis si je faisais un roman policier, mon humour serait là pareil, ma gestion de l'émotion du personnage serait similaire, ça serait juste la trame narrative qui serait différente. Ce que je suis en train de travailler sur des albums pour les tout-petits, ça, j'ai aucune idée. Si quelqu'un... j'ai aucune idée du lectorat de ça. Est-ce que les jeunes qui m'ont découvert quand ils avaient 20 ans avec La tendresse attendra, mettons, qui maintenant ont 30 quelques années et des enfants, est-ce qu'ils vont me suivre dans ça, dans les petits albums... dans des albums cute, le fun, là, des affaires que j'aime beaucoup, mais je sais pas. Puis c'est une exploration pour moi. J'aime explorer ces choses-là. Mais selon l'expérience que j'ai eue en faisant un album illustré cette année, il y a beaucoup d'adultes qui vont suivre parce qu'ils ont envie de nous voir évoluer dans plein de directions différentes. Ben, c'est ce que je pense. Tu sais, les gens m'ont suivi avec Ici ailleurs. Les gens m'ont même suivi avec Une fille pas trop poussiéreuse. Puis ça, c'était pour moi... Tu sais, je m'attendais à ce que le monde déteste ça. Là. Je l'ai pas encore lu, celui-là. Pourquoi tu pensais qu'on le détesterait? Parce que s'il y en a un que j'ai fait juste pour mon kick à moi, là, c'est lui. Je dis que j'essaie de pas penser au lecteur, mais je pense. Puis je veux quand même faire quelque chose qui va plaire... qui va toucher, puis tout ça. Celui-là, j'avais pas du tout cette optique-là, mais pas du tout. C'était un cadeau que je me faisais. Au début, je le voyais presque comme un recueil de jokes, tellement c'était comme plein d'affaires que je trouvais drôles, que j'avais ramassées, puis que je voulais placer dans une espèce d'hommage que je me faisais à moi-même pour le 15e anniversaire de la sortie d'Échec amoureux. Je voulais faire une genre de réécriture d'Échec amoureux et autres niaiseries dans un cadre de fin du monde. Et donc, chaque chapitre a le même titre, puis reprend des éléments de chaque chapitre d'Échec amoureux et autres niaiseries. Puis, tu sais, je sais très bien qu'il n'y a personne qui
qui va les lire back-à-back, puis il n'y a personne qui allait les lire là, puis qui allait se dire « Ah, le livre que j'ai lu il y a 15 ans de Mathieu Simard, il reprend ça. » Non, il y a une personne au Salon du Livre de Montréal cette année qui m'en a parlé de ça. Parce que tu ne l'avais pas nommé dans les médias. Je l'ai dit nulle part. Je l'ai pas... Est-ce que cette personne avait fait une thèse sur ton premier roman à l'université? Non, je crois qu'elle l'avait lu récemment, quand même, le premier. Puis, parce qu'il y a des gens qui font ça, là, genre, ils me découvrent, mettons, avec les écrivements, puis ils reviennent en arrière, puis ils regardent. Moi aussi, j'ai touché au micro. Et c'est ça. Puis là, ben, ça se peut que ça soit un après l'autre, puis que là, la personne l'a vu, mais c'est la seule personne. Mais pourtant, ce livre marche assez bien, je dois dire. Puis les gens l'aiment quand même pas mal. Puis j'avais aucune attente par rapport à ça. Dans ma tête, ça allait être... j'allais avoir, oui, des gens qui allaient par curiosité se le procurer. Puis ensuite dire, OK, oui, ça m'a fait rire un peu, mais pourquoi il a fait ça? Puis, parce que c'était pas dans le fil en plus. Là, c'était après les écrivements qui étaient vraiment quand même travaillé, puis avec la recherche, puis tout ça. Puis là, j'étais dans une espèce de délire. Un lâcher-lousse. Oui, un lâcher-lousse. Puis tu vois, j'ai des gens... Je vais name-dropper Antoine Corriveau, notamment, que j'aime beaucoup. Là, j'adore sa musique puis tout ça, puis qui me suit depuis le début aussi. Puis on s'écrit souvent sur ce qu'on produit l'un et l'autre. Là. Et quand il l'a lu, il m'a dit « J'ai presque l'impression que c'est ton meilleur parce que c'est celui où on sent le plus que tu as du fun. Mm-hmm. » Puis c'était exactement ça. Ça a été... Je m'étais donné moi-même des espèces de critères à respecter, des paramètres qui étaient... OK, il faut que chaque chapitre ait le même titre que dans Échec amoureux, puis il faut que ça ait la même thématique. Il faut qu'il y ait des rappels de ça, mais dans un cadre tellement autre que c'est comme si je me mettais des obstacles moi-même, puis que je m'amusais à les chevaucher, enjamber, défoncer. Peut-être que ça a aidé à retrouver ton élan de ces obstacles qui deviennent des défis, qui deviennent du jeu. Oui. Ben ça, c'était avant que je plante. Ah, t'as raison. Fait que, oui, non, ça fait quand même... combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant. C'était juste avant... Il est sorti juste avant la pandémie. Vraiment de fin du monde, tu sais. Je suis un visionnaire. Non, mais c'était n'importe quoi, parce que, tu sais, en plus, c'est des codes que je connais pas, le post-apocalyptique. Moi, oui, j'en ai lu quelques-uns, mais je les ai pas étudiés, puis je me suis pas demandé comment on faisait ça. Fait que je suis vraiment parti dans mon espèce de délire de, OK, le gars, il est chez eux, puis sa blonde vient de le laisser, puis... Là, il y a une couche de poussière qui s'abat sur Montréal, puis là, il n'y a plus rien, puis là, il ne sait pas s'il y a du monde dehors ou pas, puis il passe 3 mois chez eux, puis ensuite, il sort, puis il se rend compte qu'il y a des gens qui ont survécu, puis il deal avec ça dans son espèce de peine d'amour à gérer dans la fin du monde. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Puis j'ai full envie de le lire. C'est super bon, finalement! Tu sais, tantôt, tu as fait un clin d'œil à ta signature. Puis à quel point les gens sont prêts à nous suivre parce qu'ils connaissent des choses de nous qu'ils sont capables de retrouver, peu importe le genre. Moi, on me dit qu'on reconnaît ma sensibilité beaucoup, ma vision du monde, peu importe que j'écrive pour les adultes, les ados, les enfants, en roman graphique, en poésie narrative, etc. Toi, ta signature, elle se décrit comment? Grosse question, $1 million. Je pense que ma capacité à osciller entre le drame et l'humour, à faire rire une phrase, parce que mon humour vient dans la phrase elle-même. C'est pas des scènes comiques, c'est vraiment soit dans une réplique, dans un dialogue, ou vraiment avec un jeu de langue ou une observation qui fait sourire. Et la phrase d'après peut nous rentrer dedans très fort d'un point de vue dramatique. Donc, je pense que cette capacité à, en très peu de mots, passer d'un à l'autre, c'est ce qui me caractérise le plus, je crois. C'est probablement pour ça que j'aime autant tes livres, parce que j'ai toujours dit que mon style, même si on dit pas ça souvent en littérature, j'écris des comédies dramatiques. Je veux toujours marier les deux. Ouais. Puis c'est un gros défi de passer du rire aux larmes, mais j'ai toujours l'impression que quand on fait rire les gens, on ouvre les cœurs, puis après ça, on peut aller frapper beaucoup plus fort. C'est ce que je me dis depuis mon tout début. Il y a quelques décennies. Il y a quelques décennies, voilà. Oh mon Dieu, oui. Puis, quand la télé est encore en noir et blanc. Comme tes cheveux. Voilà. Mais tu vois, c'est ça, avec une fille pas trop sérieuse, c'est ça que j'ai essayé. J'ai voulu voir c'était où la limite de ce gap-là que je pouvais donner entre l'humour et le drame, parce que c'est quand même la fin du monde. Fait que tout le monde meurt. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de rough là-dedans. Ouais. Qui peut être très, très dur. Puis il y a des moments qui sont plus dramatiques et plus vers la fin.
Mais les jokes sont tellement over the top, tellement niaiseuses, que je voulais voir jusqu'où moi j'étais capable de jouer là-dedans. Puis c'était un trip. Finalement, je pense que ça marche assez. Mais tu sais, pour ce que ça vaut, là, tu sais, j'ai... Récemment, sur Goodreads, il y a quelqu'un qui a donné 1 étoile en disant que je respectais pas les codes du post-apocalyptique. Faut pas lire Goodreads. Oh, ça me dérange plus. J'haïs ça. Oui, mais il fut un temps où j'en arrachais terriblement à lire Goodreads. Parce que, tu sais, même si j'ai plein de beaux commentaires, c'est pas juste le fameux concept dont on se concentre sur la critique négative versus toutes les autres positives, mais il y a des horreurs qui se disent. Ben oui. Les gens, des fois, comprennent pas. Puis là, je veux pas avoir l'air de l'artiste incompris, mais je suis comme, mais comment ton cerveau a pu se rendre là, écrire ça publiquement et que ça me suive jusqu'à la fin des temps? Oui, ça peut être très cruel et difficile. En 2011, moi, j'avais écrit des belles choses sur ton livre. J'avais dit, il n'y a pas une seule seconde, pas une seule phrase, il n'y a pas un seul paragraphe que j'ai pas adoré dans ce roman de peine d'amour, d'écriture et de plomberie. Ça m'amène à te demander à quel point tu retravailles tes phrases. Est-ce que c'est une obsession ou, puis là, je sais que ça va avoir l'air un peu intense, tu ne fais que peaufiner ton premier jet parce qu'il est déjà solide? Je suis quelqu'un de très soucieux du détail dès la première version. Mm-hmm. Je suis pas capable d'écrire. J'arrête pas de me dire que ce serait ma solution pour être capable de débloquer que d'écrire un peu en mode crappy V1. En mode j'écris n'importe quoi parce qu'au moins il y aura une version 1 puis je la retravaillerai après. Mais ça fonctionne pas pour moi. Pour moi, c'est vraiment du gros travail à mesure que j'écris. Fait que oui, je m'arrête à chaque phrase pendant que j'écris ma première version. Ce qui est problématique, parce que... problématique. Regarde, ça fait quelques décennies déjà que j'écris, ça va pas être si problématique que ça. Bientôt un siècle, oui. On peut le croire. C'est ce qu'on dit. Oui. Non, je dis problématique parce que je peux passer beaucoup de temps sur une version 1, puis si mon éditeur est quelqu'un de rough, comme par exemple Antoine Tanguay chez Alto, rough dans le bon sens du terme. Je suis allé chez Alto parce que je voulais du rough. Ouais. Mais que, tu sais, il lit mon manuscrit, puis au final, après réflexion, conversation avec lui et tout, j'ai peut-être le tiers du livre à réécrire. Ce qui m'est arrivé avec Ici ailleurs, puis ce qui m'est arrivé avec Les Écrivements, c'est tout ce tiers-là que j'aurais pu botcher. Parce que tant qu'à ça, parce que analysons d'abord l'histoire pour voir si tout se tient, puis si les beats sont bons, puis si la fin fonctionne. C'était ça surtout qui voulait te faire retravailler. Après une version 1... Plus que la phrase. On passe à la phrase après. Ouais. Avec Antoine, c'est ça qui est formidable, c'est que les deux éléments sont là. Après avoir réécrit l'histoire... oui, je m'assoyais avec lui au Madrid. Au Madrid, oui. À mi-chemin entre Montréal et Québec. Mais t'es pas un peu d'accord, ou en fait, est-ce que t'es d'accord avec cette idée qu'à force d'écrire tout le temps, depuis des années, tes muscles d'écriture et tes muscles de production d'idées sont tellement entraînés que ce qui arrive sur papier la première fois est sûrement plus peaufiné et près de sa finalité que d'autres auteurs qui écrivent ici et là pendant 1 milliard d'années. Ouais. Sans doute que oui. C'est probablement que si je voyais mes premiers jets de mes premiers romans ou de trucs que j'écrivais même avant, je verrais une énorme différence avec ce que je fais maintenant. Parce que oui, la pratique et le métier, ça fait quelque chose, évidemment. Mais en même temps, j'ai peur d'être rendu à une étape où je réfléchis trop. Il y a une limite là, aussi à surréfléchir les choses. Puis on dirait que j'ai pris, il y a 4-5 ans, j'ai pris un recul sur mon métier en général, puis sur l'écriture en général, de façon plus théorique. Puis ça m'a fait travailler un peu différemment. Ça m'a fait réfléchir pas juste à comment je fonctionne dans une phrase, mais comment je fonctionne dans un chapitre, puis comment je fonctionne dans un roman au complet. J'ai laissé de côté beaucoup mon instinct. Et c'est plus rationnel et plus réfléchi, ma façon de travailler maintenant. Puis ça rend ça difficile parce que ça demande encore plus d'énergie qu'avant. Avant, j'étais très, très instinct. La tendresse attendra, là, c'est un livre que j'ai écrit d'instinct. Mais je sais pas si c'est un sentier que tu aimerais fréquenter, mais moi, quand j'ai écrit Combattre la nuit, une étoile à la fois, puis J'ai échappé mon cœur dans ta bouche, c'est 2 récits de poésie narrative.
au début, j'essayais de faire de la poésie traditionnelle. C'était horrible. Puis quand je me suis permis de faire un fuck-off à toutes les règles, puis de juste laisser monter, d'être purement dans l'instinct, j'ai eu du gros fun. Ouais. Est-ce que ça pourrait être une avenue que tu aimerais prendre? Oui, je pense que c'est un chemin qui pourrait fonctionner pour moi puis qui pourrait être intéressant. Le problème que j'ai, c'est que présentement, je suis à la... J'ai fini par réussir, là, mais l'écriture d'un tome 2, tu peux pas vraiment te permettre ça parce que tes codes sont placés dans le tome 1. Puis c'est ce qui est dur pour moi parce que j'aime me réinventer tout le temps, j'aime explorer puis tout ça. Puis ce que je peux pas faire tant que ça dans un tome 2, ben je peux. Tu peux changer un peu quelques trucs, mais il faut quand même que tu répondes aux questions que tu as posées dans ton tome 1. Faut que tu gardes tes personnages, faut que tu gardes leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon de communiquer. Puis une même forme. Puis, oui, la forme aussi, parce que le lectorat va le lire un après l'autre. Là, donc, j'ai comme pas cette liberté-là de me lâcher lousse d'une autre façon, un peu comme j'avais fait avec Une fille pas trop poussiéreuse. Je m'étais lâché lousse dans, justement, retrouver mon instinct. Ça a été ça, puis ça a marché. Fait que j'ai hâte... j'ai hâte d'avoir fini le tome 2 pour pouvoir me dire, OK, là, je passe à un projet X, n'importe lequel de mes autres projets, puis je vais l'aborder différemment, juste pour le fun. Pareil avec la scénarisation. J'ai hâte de replonger dans la scénarisation parce que c'est une autre façon d'écrire aussi, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de... Et on va s'en reparler abondamment dans quelques questions. J'espère. Mais je me rappelle que dans La tendresse attendra, il était question, oui, de peine d'amour, comment on s'en relève. Il y avait aussi, si je me souviens bien, ton personnage est un auteur, puis il y a une réflexion caustique, ironique sur le métier. Est-ce que tu as un rapport amour-haine avec le métier d'écrivain? Non. Non, ou nuit? Non, même pas. Non, j'ai aucune haine par rapport à ce métier-là. Souvent, je me demande, est-ce que c'est le bon métier pour moi? Ça, oui. Ça m'arrive là, de me dire, pourquoi je fais ça, mon envie? Pourquoi comment c'est devenu mon métier? Comment c'est passé de mon loisir préféré à mon métier? Parce que tu remets en question le talent ou parce que tout le contexte de ce métier-là, des fois, te gosse? Les deux. Les deux. Ça m'arrive de me remettre en question beaucoup, de me dire, hey, finalement, je suis peut-être pas bon là-dedans. Je sais, c'est absurde, mais parce que ça fonctionne, ce que je fais là, quand même. Mais oui, des fois, je me dis, OK, c'est peut-être que j'ai atteint ma limite de ce que je suis capable de faire. Puis moi, je veux tellement tout le temps m'améliorer que j'ai l'impression que le jour où je vais avoir l'impression de ne plus pouvoir m'améliorer, je ne saurais pas quoi faire. Là. C'est quoi les éléments du métier ou du milieu littéraire qui te gossent? Probablement le milieu littéraire. Je reste autour du littéraire. Dis-moi en plus. Non, mais regarde, c'est correct. Là. J'ai des amis dans le monde littéraire. Oui, les salons du livre, ça me plaît. D'ailleurs, mon personnage dans La tendresse attendra déteste les salons du livre. Mais ça c'était juste pour le fun. Là. Ça, c'était mon trip de me dire, OK, je me projette vers cette situation où je détesterais les salons du livre, comment j'en parle, puis tout ça. Puis ça m'amuse. C'est ce que je fais souvent. Je me mets moi en scène dans autre chose. Je le fais moins maintenant, mais je le faisais à cette époque-là. Puis c'est ce que j'ai fait dans Échec, amour et haute niaiserie et tout. Mon personnage s'appelait Mathieu à ce moment-là. Puis c'était vraiment moi qui vivais des choses que je ne vis pas dans la vraie vie, mais qui m'intéresseraient de vivre juste pour voir comment je me débrouillerais. Ouais. Le personnage qui vomit sur les pieds d'une fille dans le métro, ça m'est pas arrivé comme tel. Je pensais que t'allais me dire que ça t'était arrivé, j'avais comme plein d'images. Non, mais écoute, je te raconte l'histoire de ça. Un matin, je suis parti pour la job, je travaillais dans une agence de pub à ce moment-là. J'étais dans le métro, puis j'ai vraiment eu une énorme nausée. Mais j'ai eu le temps de sortir du métro puis de vomir dans une poubelle. Puis là, évidemment, j'ai calé malade, là, j'allais pas aller à la job. Fait que là, je suis rentré chez moi, mais là, j'allais mieux parce qu'une fois que tu as vomi, tu vas bien là, dans la vie. Là. Fait que je suis rentré chez moi, puis là, je me suis installé à l'ordi, puis je me suis dit, hey, mettons que j'avais vomi dans le métro, là, qu'est-ce qui arrive? Puis tout ça, puis là, je me suis dit, imagine, une belle fille est là, puis je vomis sur ses pieds. Puis c'est ça qui m'a fait cette histoire-là, puis c'est souvent ça. C'est pareil avec l'histoire du petit chariot déneigeur de trottoir, le petit tracteur qui déneige les trottoirs. Mon personnage monte dans un qui est laissé à l'abandon là, puis se met à rouler dessus, puis il roule sur la jambe d'une dame, puis il écrase la jambe d'une dame. J'ai pas fait ça comme tel. Mais, mais par contre, le jour où je l'ai écrit, T'avais volé une de ces machines? Non, j'avais vu une machine moteur qui tournait avec personne dedans. Pour vrai? Puis je m'étais dit, mon Dieu...
C'est parce qu'ils J'ai ont l'air toujours d'avoir... rêvé de ça. Puis ils ont tellement trop de fun, ceux Ben, qui c'est conduisent ça, exactement. Puis tout ça. Sauf que j'aurais jamais eu le guts de faire ça. Sauf Ouais. que c'est la joie d'être écrivain. C'est que je peux, en fait, raconter cette histoire-là après comme si c'était arrivé. Puis c'est souvent ce que je fais. Mais là, je te ramène au Oui, je milieu me souviens plus. Hein, littéraire. oui, le milieu Parce que tu littéraire. m'as Oui. dit que finalement, t'aimes les salons du livre, t'as Oui. certaines personnes que t'apprécies qui sont des amis, qui sont écrivains. Ouais. Donc, c'est quoi les éléments moins reluisants pour toi? J'ai un sentiment d'une compétition qui devrait pas avoir lieu Mhm. et qui... il y a beaucoup de jalousie dans ce milieu-là. Beaucoup, beaucoup de jalousie. Moi-même, je suis jaloux. Tu sais, je pense que ça fait partie de la game que de... Tu sais, mettons que t'en arraches sur l'écriture d'un roman, puis là, tu vois sur Instagram tel auteur qui est tout jeune auteur qui vient de sortir un livre, puis tout le monde parle juste de son Ah, je pense livre. que t'allais dire tout qu'il ça. dit qu'il a écrit 60 000 mots en tant de temps. J'étais comme, oh mon Dieu, Aussi. c'est moi. Non, mais tu sais, puis là, tu te dis, ben voyons, tu sais, moi, je rush comme un malade, puis je réfléchis à mon affaire pendant des années, puis tout ça, puis là, pouf, cette personne-là écrit, là, puis ça marche plus que tout ce que j'ai écrit dans ma vie. C'est comme, ça crée de la jalousie, ça crée Ouais. du... Mais moi, je vis relativement bien avec ça. Je pense que ça peut être le cas dans plein de milieux aussi, mais il y a quelque chose d'un peu mesquin, je trouve, dans le monde littéraire québécois, qui est parce que cette jalousie-là est souvent cachée, puis est souvent en demi-teinte, juste parce que, tu sais, on se croise tous, puis c'est un petit monde, puis fait qu'on... Il y a un petit fond d'hypocrisie. Ouais, c'est ce que je trouve. Puis moi, j'ai été marqué terriblement au début de ma carrière par une gang d'auteurs qui ont été jaloux de moi au début, puis qui m'ont vraiment blessé énormément. Ça faisait 1 an à peu près que je publiais, puis je les nommerai pas, là, mais ça a été rough. Là. Ça a été rough. Ils l'ont fait dans la sphère privée ou publique? Public. C'était au moment des blogs. Oh. C'était au moment où les blogs fonctionnaient bien, puis tout ça. Puis je me suis fait ramasser beaucoup par des gens, somme toute, plus jaloux qu'objectifs, disons. Là, tu sais, j'essaie de rester poli, mais ouais, tu sais, des gens qui avaient pris, mettons, ça sent la coupe, puis qui avaient sorti plein d'extraits hors contexte pour dire à quel point j'écrivais mal, tu sais, des trucs comme ça. Mm. Puis c'est du monde littéraire, c'était pas quelqu'un X qui a pas aimé le livre puis qui a son blog, c'était des auteurs, des T'sais, gens qui voulaient être auteurs et tout ça, puis qui sont comme rassemblés ensemble pour m'haïr. Il y a des gens qui vont parler de cette fameuse liberté d'expression, puis du droit à la critique. Mais moi, je ramène ça à un autre niveau. Je me dis, toi, être humain, c'est ça que t'amènes dans le monde. Ouais. C'est ça que t'offres au Ouais. monde. Ouais. Puis c'est pas cette idée banale de comment tu te couches, comment tu te regardes dans le miroir le matin ou whatever. Mais juste, c'est ça que t'offres, toi. C'est ça que t'offres, c'est ça. T'as un médium, là. Dans ce cas-là, c'était les blogs, là. T'as un médium, puis c'est ça que tu décides d'en faire. Mhm. Quel choix bizarre. Et sans se soucier des impacts que ça a, parce que forcément, ça m'a marqué et ça me trouble encore. Je suis encore marqué, ça fait 20 ans de ça, puis c'est encore quelque chose auquel je crois, je pense beaucoup et qui a forgé un peu de ce que je suis comme auteur. Mhm. Puis d'un côté, tu sais, ça a été dur, c'était très apparenté à de l'intimidation, là, tu sais, Complètement. Et tu sais, moi, j'arrivais dans ce milieu-là sans connaître ni le milieu, ni rien. Et j'étais juste content parce que j'écrivais des livres qui étaient publiés. Tu sais, c'était juste ça. Là. C'était pas, pour moi, c'était pas plus que ça. Je voulais pas prendre la place de personne. J'ai jamais cru que je prenais la place de personne parce que, oui, tu peux écrire bien, mais il y a personne qui va acheter juste ton livre et qui achètera pas les autres. Là. Mhm. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Fait qu'il y a de la place pour plein de bons auteurs. Et... puis c'est ça, fait que de me faire détruire publiquement comme ça, alors que j'écris des livres, puis il y a du monde qui aime ça, puis il y a du monde qui aime pas ça, puis c'est correct, ça m'a laissé blessé longtemps. J'ai encore cette cicatrice-là en moi. Ça arrive souvent, je me rappelle, il y a quelques années, une autrice avait écrit sur un blog comment, selon elle, des personnes comme Fanny Britt ou les jumelles Stratis, avant qu'il y ait un scandale qui les éloigne de la sphère publique, à quel point ils avaient, selon elle, trop de visibilité, trop de prix, trop de ceci, cela, alors qu'à ses yeux, ces autrices-là et elle avaient des plumes, des propos et des thèmes similaires, puis elle comprenait pas pourquoi elle avait pas cette visibilité-là. Mais
Tu sais, il faut comprendre au-delà du talent et du travail qu'on met dans un livre, après ça, il y a tellement d'éléments impondérables. Ah, complètement. Complètement. Il y a le timing, il y a oui, puis il y a un paquet de choses que tu peux pas savoir sur quel libraire va le lire en ton livre alors que tu es zéro connu, puis il va se dire, hey, ça c'est bon, je le mets sur le bloc en avant, en front row, puis là, ben, le bouche-à-oreille part comme ça tranquillement. Puis tous les éléments qui contribuent à avoir une couverture médiatique ou non. Oui. Pour les prix, bien sûr que ce sont des fois 3 individus qui choisissent un prix, puis ces individus ont souvent des biais. Ça n'enlève pas complètement le talent de la personne qui gagne. Non, bien sûr. Puis en plus, il y a quelque chose d'un peu objectif là-dedans quand même. Tu peux écrire presque comme l'autre personne, puis ton livre est mauvais, puis le sien il est bon. Ça se peut, ça aussi, là. Tu peux bien écrire dans la vie, mais ton livre n'est pas bon. Ça arrive. Puis l'autre, tu as l'impression qu'il est écrit pareil que le tien, puis que ça parle de la même affaire, puis tout ça. Puis lui, il est bon. Ça se peut, ça. T'sais. Mais c'est dur comme auteur, effectivement. C'est avec le travail que tu mets dedans, puis tout ça, de dire, hey, j'ai écrit quelque chose d'aussi bon que ça, puis il gagne plein de prix, puis moi, j'en gagne pas. Regarde. Mais des fois, il y a un je ne sais quoi, et dans la plume, et dans la l'aura générale de ça. Oui, c'est ça, de ce que tu en retires comme lecteur. Tu peux lire 2 livres, 2 très bons livres, les aimer les 2, puis il y en a un que tu vas oublier le lendemain, puis l'autre, il va t'habiter pendant 1 an. Puis tu sais pas pourquoi, mais c'est là que c'est le fun dans tout ce qu'il y a d'évocation dans les mots et tout ça. Mais je vais avoir l'air donc bien ésotérique, mais je pense qu'il y a des plumes qui sont capables d'insérer des émotions entre les mots, entre les lettres. Puis c'est comme si... Ça va au-delà de la part de nous qu'on met dans une œuvre. C'est comme si on est capable de capter une charge émotive puis de la placer dans le livre. Puis c'est ça qui ébranle davantage les lecteurs. Oui, mais il y a une communication entre l'auteur et le lecteur qui se fait hors les mots qui sont écrits, là, qui se fait juste par la vibe que tu transmets à travers ton texte. Qui permet, qui force la personne à se retrouver dans une place mentale où elle reçoit ce que tu as à lui raconter de façon beaucoup plus forte et émotive, et que ça fait pas du tout le même effet avec un autre texte qui pourrait être très similaire. Fait que oui, cette communication-là, puis je suis tout à fait d'accord avec cet ésotérisme-là, moi, parce que il y a un trait de communication entre l'auteur et le lecteur qui va bien au-delà de l'œuvre écrite comme telle, puis qui va dans le non-dit, puis dans l'évocation, justement, puis dans l'intangible. Oui. Tantôt, tu disais que parfois, tu te demandes comment t'en es venu à en faire un métier à temps plein. Mais comment, Mathieu Simard, t'en es venu? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit « je veux » et où tu réalises que tu pouvais en faire un métier? Forcément, il y a une question d'argent, là. Quand j'ai cru que je faisais assez d'argent avec ça pour me dire « OK, je pourrais ne faire que ça, puis si ça continue comme ça, être correct. » Puis à un moment donné, t'essayes, puis tu te dis, OK, au pire, dans 1 an, je me retrouverai un autre job. Là. Mais c'était surtout, moi, le fait que ma job empiétait trop, à un moment donné, sur ma capacité d'écrire ce que j'avais à écrire. J'étais dans Pavel à ce moment-là, quand j'ai vraiment décidé officiellement de ne plus travailler outre l'écriture. J'étais dans Pavel. Pavel était extrêmement exigeant à écrire parce que c'était pendant 6 mois, il y a un tome qui sortait aux 2 semaines. Et la série avait commencé à sortir, j'avais pas fini de l'écrire. Donc là, il n'est pas question de dépasser des deadlines, il n'est pas question de dire « Oh, je le file pas, fallait que je le fasse parce que ça sort. » là, t'sais. Puis oui, peut-être que le tome 13, il va sortir dans 6 mois, mais ils sortent quand même ces 13 épisodes qui sortent aux 2 semaines. Fait que t'as pas le choix, là. Je savais pas que c'était aussi soutenu comme rythme de publication. Oui, puis au début, quand on m'avait pitché ce projet-là, on m'avait donné plutôt carte blanche. C'était cool. C'était Geneviève de Chevaldoux, qui était mon éditrice à la Courte Échelle à ce moment-là. Et c'est elle qui m'avait proposé ça, puis c'était cool. Elle était venue me voir dans le salon du livre quand j'étais vraiment à terre, parce que je m'étais fait ramasser pour un de mes romans dans Le Devoir. Puis elle est venue me voir, puis elle me dit « Ça te tente-tu d'écrire pour les ados? » OK, ouais. Puis voici, c'est quoi le projet? C'est à peu près 13 petits livres de 6000 mots chacun.
genre, 13 livres de 6 000 mots chacun, et ça va se faire, ça, je vais écrire ça en 2 mois, puis ça va être réglé. Parce que moi, la multiplication, là, 6 fois 13, ça marchait pas. Non, ça, je l'ai pas fait de même. Moi, c'était comme 6 000 mots, je suis capable d'écrire ça facilement. Là. Mais quoi que 78 000 mots, ça peut être un bon roman. Là. Oui, ça peut être un bon roman, mais un bon roman, ça s'écrit en le préparant, puis tu sais, la notion d'épisode là-dedans, ça prenait du cliffhanger à la fin de chaque. Ouais, il faut qu'il se passe beaucoup de choses. Ben c'est ça, tu peux pas avoir un chapitre flottant comme tu peux avoir dans un roman. Uh-huh. Parce que quand ça sort en plus aux 2 semaines, c'est pas toute une shot, là. Ça sort aux 2 semaines, tu peux pas avoir quelqu'un qui est rendu au 4e épisode, le lit, trouve que c'est plate, dépose, puis il continue pas. Fait qu'il faut que chaque épisode soit... Puis en plus, ben j'avais une éditrice, Geneviève, qui était extrêmement sévère. Tant mieux, là, c'était formidable, mais j'avais pas connu ça avant. J'avais pas connu quelqu'un d'aussi maniaque, dans le bon sens du terme, que Geneviève, puis j'ai probablement appris plus sur l'écriture pendant le processus de Pavel que à tout autre moment de ma vie. C'est confrontant, hein? Même si c'est le très fun. confrontant, mais c'est le fun parce que t'apprends que c'est normal de recevoir les premiers commentaires, de casser ton ordinateur en disant « Asti qu'elle n'a rien compris, elle n'a pas dû le lire, puis tout ça. » Ou elle lit tout croche, puis elle comprend rien. Puis là, d'aller faire une sieste, puis de te relever, puis de dire « Ah, non, elle a raison. » Faut souvent se laisser une période tampon, parce que sinon, c'est la fin du monde. Tout le temps. Non, Oui. non, mais c'est correct. C'est correct de vouloir tuer tout le monde, puis de crier à ton écran pour rejoindre Geneviève qui a écrit que telle affaire marchait pas pantoute. Puis Qu'on salue. Qu'on salue. Non, mais c'est correct de le faire. Il faut que tu aies cette réaction-là pour pouvoir ensuite prendre du recul puis dire « OK, et si elle a raison? Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis c'est grâce à Geneviève que j'ai appris comment fonctionner pour le travail. J'ai pas encore rencontré un éditeur qui avait les bonnes solutions. J'ai rencontré plusieurs très, très bons éditeurs qui savent trouver les problèmes. Mm-hmm. Le jour où tu comprends que l'éditeur, il a trouvé le problème, mais que sa solution, elle sera jamais la bonne, puis que c'est toi qu'il faut qu'il trouve la solution, là, tu fais un énorme pas comme auteur pour les versions 2, 3, 4 d'un manuscrit. Parce que si tu fais juste suivre ce que l'éditeur recommande en disant « Ici, je mettrais tel mot », c'est plus à toi, puis c'est rarement la bonne affaire. Mais si tu te dis juste « OK, qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi il m'a dit d'écrire tel mot? Qu'est-ce qui a pas fonctionné dans cette phrase-là ou dans ce chapitre-là pour que ce commentaire-là m'apparaisse de la part de quelqu'un dont c'est le métier? » Puis là, tu trouves, puis là, tu dis « OK, mais c'est pas pantoute ce mot-là que ça prend. » Est-ce que tu as aussi vu évoluer ton rapport à la révision linguistique? Moi, je me rappelle qu'à mon premier roman, j'acceptais beaucoup de propositions, puis je me sentais petit dans mes shorts. Puis à un moment donné, là, je vais avoir l'air prétentieux, puis je m'en excuse. À un moment donné, j'ai juste fait non. Ça, c'est non. Puis j'en accepte encore plein parce qu'ils ont des qualités puis une maîtrise de la langue beaucoup plus poussée que la mienne. Mais des fois, je fais comme non, on n'a pas le même genre de cerveau, on n'a pas le même rapport à l'œuvre. Puis j'ai assez confiance maintenant pour dire que ça, c'est non. Mais ça, c'est sûr que oui, tu prends confiance avec le temps. Moi, j'accepte rarement des modifications de ponctuation parce que c'est volontaire comment je le ponctue. Tu sais. Mais je respecte beaucoup le métier de réviseur, c'est pas facile. Et fait que j'essaie de... Je pars quand même sur la base que je vais accepter, en me gardant la liberté de me dire oui, mais ça, non. Mais je pars pas sur la base de... je vais refuser tout, puis j'accepterai quelques trucs. Mais je prends plus la peine de toujours expliquer pourquoi je refuse. Ah non, moi non plus. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'au début, on fait ça. On se sent tellement mal. Puis on se justifie. En tout cas, dans la vie, je me justifie trop. Puis ça apparaissait beaucoup dans ce processus-là. J'ai ralenti un peu. Mais oui, non, je suis beaucoup plus... je fais beaucoup plus confiance qu'avant aussi. Avant, j'étais extrêmement control freak, là. Même les corrections d'épreuves, il fallait que je revoie tout, puis tout ça. Puis là, j'étais pas bien, là, si j'avais pas vu passer telle affaire. Puis là, je fais confiance aux gens, en plus. Tu parles du fait que c'est Geneviève qui t'a approché pour la série Pavel. Donc, quand elle te propose, Mathieu, as-tu envie d'écrire pour la jeunesse? Qu'est-ce qui fait que, dans ta tête, la réponse devient oui? Parce qu'elle me demandait d'écrire pour les ados plus vieux, les 14, 15, 16, disons. Ce qui est un public que j'aime bien, qui est pas très loin qui, à cette époque-là, en plus, était vraiment pas très loin de mon public normal. J'ai pas mal de gars de 14-15 ans qui avaient lu Ça sent la coupe, là. Fait que c'était pas si loin. Fait que j'ai pu me permettre de me dire
je n'aurai pas à changer mon écriture. Je vais pouvoir écrire comme je veux. Je vais pouvoir écrire... je vais pouvoir avoir le mot porn star dans le titre du premier tome, là, tu sais, puis ça ne dérangera pas, là, c'est correct. Puis c'était la courte échelle, avec la renommée de la courte échelle et tout ça. Et c'était un projet intéressant, parce que différent, parce que je voyais la possibilité d'apprendre, d'explorer des nouvelles avenues, puis tout ça. Puis comme je disais, ça tombait super bien, je venais de me faire ramasser dans une critique, fait que j'étais comme, OK, il y a quelqu'un qui m'aime pareil. Ouais. Fait que ça m'a donné le goût. Est-ce que l'entente à la base, c'était « je veux 13 épisodes ». Ouais, c'était 13 épisodes, 6000 mots, carte blanche, sauf qu'il faut que les personnages soient des adolescents. Puis comment on arrive pour avoir et le souffle et la pertinence pendant 13 tomes, aussi court soit-il? On planifie. C'est la première fois que je planifiais autant, parce que j'avais pas le choix. C'est là que j'ai appris à être un peu moins dans l'instinct puis un peu plus dans la planification. D'ailleurs, l'idée que j'ai donnée à Geneviève était bien développée par épisode, vraiment. Avec, oui, du flou dans certaines affaires, puis il y a plein de choses qui ont changé en cours d'écriture, mais il y avait quand même, une planification bien plus grande que ce que j'avais fait pour mes autres romans. Puis non, ça... J'étais un peu naïf à ce moment-là, fait que je me suis embarqué, puis let's go, on y va, on le fait. Est-ce que déjà eu la réflexion, est-ce qu'on fait un 14e, un 15e, ou ça se pouvait pas? Non, ça se pouvait pas. C'était ça. C'était 13. En fait, tu sais, c'était à l'époque où les séries télé, c'était 13 épisodes, une saison. Oui, des demi-heures ou des heures. Des demi-heures ou des heures. Et là, ça se voulait comme si c'était des demi-heures. OK. On voulait faire de la demi-heure de lecture. Tu lis un tome en une demi-heure, c'est un bon lecteur. Ça peut être un peu plus long sinon. Et à toutes les 2 semaines, tu as un nouvel épisode qui sort avec dans l'épisode précédent qui était fait en bande dessinée par un illustrateur. Ça, c'était mon idée. Tu fais le clin d'œil à l'écriture télévisuelle. Je veux qu'on aille dans la scénarisation parce que je suis en train de vivre une grosse étape que tu as vécue il y a quelques années, de faire l'adaptation d'une de tes œuvres pour l'écran. Toi, c'était le grand écran avec Ça sent la coupe. C'est quoi les plus grands défis d'adapter sa propre œuvre qui était d'abord littéraire pour en faire un film? Je sais pas à quel point ça a été un défi parce que c'était l'adaptation d'une de mes œuvres. Okay. La façon dont ça s'est passé, quand Ginette Petit, la productrice, m'a approché, ça faisait déjà 5-6 ans que le livre était sorti. Donc, il n'était plus dans ma tête, il n'était plus dans mon spectre de réflexion et tout ça. J'avais publié d'autres livres, j'étais sur d'autres projets et tout ça. Fait que ça a été plus j'avais la distance qu'il fallait pour me dire je réinvente cette histoire-là en la faisant pour l'écran et non, j'adapte, je place mon roman à l'écran. C'était pas ça du tout, parce que moi, de toute façon, j'ai relu Ça sent la coupe à ce moment-là, puis je me suis dit, je vois pas vraiment un film là si je le fais comme ça. Fait qu'il faut que je réfléchisse à qu'est-ce qu'un film. Assez rapidement dans le processus, j'ai été avec Patrice Sauvé, le réalisateur. Qui m'a appris beaucoup de choses, avec qui j'ai eu bien du fun à travailler là-dessus, qui est rendu un super bon ami. Et donc, ça a été vraiment, je l'ai lu une fois, je l'ai mis de côté. Puis ça a été ça. Je voulais pas m'y tenir. Ouais. Je t'explique la comparaison. Moi, c'est pour le petit écran, une série en développement. Et c'est basé sur un roman qui n'est pas encore publié, qui doit être édité en parallèle du travail de développement de la série télé. Puis j'étais bien sûr conscient que c'est 2 façons d'écrire, que j'allais pas juste mettre mon roman à l'écran, mais je me disais, l'histoire existe déjà, les dialogues, dans mon cas, sont très, très proches de ce qu'on entend à la télé ou au cinéma. Fait que il y a moins de travail d'imagination. Je suis comme, c'est pas ça qui se passe. La scénarisation, c'est tellement mathématique. Hein? Ouais. D'une part, c'est pas la même chose, parce que le scénario, c'est pas le produit fini. Alors que le roman est le produit fini. Fait que t'écris un outil. Quand tu fais de la scénarisation, t'écris un outil qui va servir au réalisateur pour créer le produit final. Mais tu sais, quand tu dois écrire ce qu'on appelle le scène à scène, donc c'est écrire l'évolution de l'action avant de mettre les dialogues, je suis comme, mais c'est comme tout prévoir. Au lieu de juste vivre l'écriture et la voici, c'est mécanique. Ouais. Je suis pas... j'ai jamais fait de scène à scène. Moi. Non? J'ai toujours refusé de faire ça. C'est pas dans mon processus à moi. Je savais pas qu'on pouvait refuser.
Je sais pas si on peut, en fait. Peut-être que c'est une erreur que j'ai faite. J'aurais probablement dû faire des scènes à scène un petit peu plus. Ça m'aurait évité quelques versions. Ouais. L'autre affaire aussi avec la scénarisation, c'est que, tu sais, quand tu écris un roman, tu as quoi? Tu as un intervenant. Tu as ton éditeur. Mm-hmm. Puis après, oui, le réviseur, puis le correcteur d'épreuves. Mais pour l'histoire, il n'y a que l'éditeur qui a Ouais. vraiment son mot à dire. Fait que c'est un, puis c'est ton affaire. Ouais. Ça sent la coupe, là. J'ai écrit 26 versions. OK? 26 vraies versions, parce qu'il y a eu des A, B, C, D là-dedans en plus. Là. Et il doit y avoir à peu près 200 personnes différentes qui ont lu une ou l'autre des versions, puis qui ont dit ce qu'ils en pensaient. 200? Pas loin de 200. Moi, dans ma tête, parce que pour l'instant, on m'a associé à un script éditeur qui a une grande expérience en scénarisation, m'aide à corriger certaines erreurs de débutants, ou que même si j'avais beaucoup d'expérience d'un point de vue extérieur. Non, ça prend ça tout le temps. Il y a dans la productrice, puis l'équipe de production, puis j'imagine éventuellement le diffuseur, il y a quelques personnes dans cette équipe qui vont avoir des commentaires. Mais 200? Pas loin de 200. Peut-être 100, 150, là, mais... Ça fait mal. Ben, c'est dur parce que... Qui t'écoute après? Ouais. Tu sais, ils disent pas la même chose. Là. Ils se contredisent souvent. Ouais. Qui tu vas truster ou qui il faut que tu écoutes parce que c'est quelqu'un qui va te donner de l'argent pour faire le film. Fait qu'il faut que tu lui fasses plaisir. Tu veux que ça reste ton œuvre. Comment tu dis à quelqu'un qui est important que son opinion est pourrie? Comment tu deals avec tout ça? Faut être solide en tabarnouche. Tu sais, que t'es rendu juste avant le tournage, puis t'as des comédiens qui te posent des questions, puis tu te dis, c'est vrai, peut-être que telle scène, elle devrait revirer un peu comme ça, tu sais, puis ça. Puis là, t'as telle autre personne qui est à la première lecture, à la lecture technique, je me souviens plus qui, la maquilleuse ou quelque chose comme ça, qui a dit, mais pourquoi ça finit comme ça? Puis Patrice Pimon s'est regardé, on s'est dit, ouais, OK, pourquoi ça finit comme ça? Puis on a réécrit une version de plus pour changer la fin en fonction de ce que... Mais 26 versions en plus de toutes les ABC, est-ce que ça tue le plaisir? Complètement? Non. Il y a eu des passes où j'étais découragé complètement, puis où je me suis dit, OK, ce film-là se fera jamais, ça sert à rien, c'est plate. Rendu version 13, 14, là. Je fais que ma version 13, j'étais allé complètement dans une autre avenue parce que j'étais comme un peu découragé, justement, puis que j'étais tanné d'avoir tous les commentaires les gens étaient jamais contents, je trouvais, là, puis c'est comme ça, le processus. Mais tu sais, j'étais rendu à, mais quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Ouais. À quel moment je vais savoir que là, j'ai la bonne version? J'avais écrit complètement autre chose, juste pour tester, puis c'était pourri. Puis après ça, quand je suis allé m'asseoir dans un café avec Patrice et Ginette, réalisateur, productrice, pour qu'ils me donnent leurs commentaires sur la version 13, j'ai vu dans leur face qu'ils étaient découragés eux aussi. Là. Puis j'étais convaincu que là, on allait tirer la plug, puis qu'on allait se dire, OK, on a atteint la limite de ce qu'on est capable de faire, là, mais ça ne donnera rien, on le fera pas, ce film-là. Et finalement, non. Parce que dans notre trio, il y a toujours eu un des trois qui a ramené les deux autres vers le haut. Mm. Ce qui fait qu'on a été une équipe formidable pour faire avancer ça, parce que des fois, c'est Ginette qui était découragée, puis Patrice puis moi, on a dit, bon, on sait ce qu'on fait avec ça, là, on va le faire. Puis des fois, c'est moi qui étais découragé, puis Ginette, non, Mathieu, c'est bon ce que tu fais, c'est bon. Puis c'est pas pour rien qu'on a trippé sur la version 1, là. Ouais. Tu sais, j'ai donné ma version 1, puis le monde a trippé. C'était pas en tout une bonne version pour faire un film. Ouais. Mais c'était une bonne base pour se dire, il y a quelque chose de le fun, là. Puis pour se dire aussi, je suis capable de scénariser. Parce que c'est un métier, hein, c'est un métier complètement autre. Ouais. Puis moi, j'apprenais sur le tas. Hein. J'avais aucune formation là-dedans. J'ai eu des conseillers à la scénarisation, mais c'est pas une co-scénarisation, c'était mon scénario à moi. Ouais. Donc, il a fallu que j'apprenne un métier en le faisant. Fait que c'est sûr que si je faisais ça sans la coupe aujourd'hui, il y aurait peut-être 12 versions, il n'y en aurait pas 26. Puis c'est dur d'accepter qu'après une décennie à développer une certaine aisance en littérature, on repart quasi de zéro. Bien sûr qu'on a tous nos outils d'écriture, de structure d'histoire, etc., mais il faut réapprendre un métier. Complètement. C'est un métier qu'on pensait qui était proche de ce qu'on faisait, ouais. Alors que ça n'a rien à voir. Ouais. C'est deux métiers complètement différents. C'est ce que j'aime. D'ailleurs, j'ai hâte de rescénariser là, bientôt. Justement, c'est quoi les joies de la scénarisation, même si c'est autre chose puis que c'est confrontant à apprendre? Qu'est-ce qui te fait triper? Je trouve ça cool, moi, que tout soit porté par du dialogue. Ben,
tout n'est pas porté par le dialogue, mais que la seule chose que tu écris qui va se retrouver textuellement dans l'œuvre finale, c'est le dialogue. Le reste, c'est faut que tu arrives à expliquer ce qu'on voit, hein, puis que tout soit visuel. Puis ensuite, il faut que tu coupes du dialogue parce que tu en dis bien trop dans le dialogue, parce que finalement, il faut montrer les choses plus que les dire. Ouais. Mais c'est un défi intéressant, ça, quand on est habitué justement à ce que, quand tu écris un roman, ben, tu dis tout pour que les gens se l'imaginent. Là, il faut que tout soit dit dans les didascalies, mais pas dans le dialogue. Puis c'est tentant de faire parler les personnages pour qu'ils expliquent bien des affaires. Puis surtout, moi, je suis tellement pas fasciné. J'aime tellement expliquer l'intériorité de mes personnages, aller vraiment loin. Ouais. Je pense que c'est comme un de mes trademarks, puis j'aime ça, mais je peux pas faire ça. Ce qui est particulier pour moi avec la scénarisation, c'est que moi, quand j'écris des romans, c'est tout le temps la première personne. Mm-hmm. J'ai pas un seul roman qui est pas à la première personne. Mm-hmm. Fait qu'on va loin dans le cœur et dans la tête des personnages. Oui, on est dans la tête des personnages. Un scénario, c'est pas ça pantoute. Ouais. Tu peux pas dire « il se sent coupable ». Puis on va pas dans la voix hors champ constamment. Là. Ça a été fait, ça a été fait, c'est tellement ça. beaucoup. Ouais. Puis c'est ça, je peux pas mettre dans ma didascalie « il se sent coupable ». Il faut que je dise « on le voit faire telle affaire Puis que les gens puissent déduire, que le lecteur, qui souvent sait pas lire un scénario, malheureusement, même les gens du milieu, il y en a beaucoup qui savent pas lire un scénario, puis qui savent pas projeter ce que ça va être. Ouais. Mais il faut quand même que le lecteur puisse comprendre que c'est ça que tu essaies de véhiculer. Ouais. Puis tu veux pas lui faire dire « je me sens coupable ». Qu'est-ce que t'expliques physiquement dans ce qui se passe et qu'est-ce que tu lui fais dire pour que ce soit clair que c'est la culpabilité qui est véhiculée là? Alors que quand tu écris un roman à la première personne, c'est super le fun de raconter que quelqu'un se sent coupable. Il y a 1000 façons de le faire, mais facilement. Alors qu'à la scénarisation, non. Mais pour revenir à ta question, je pense que d'axer tout le travail sur la construction d'une histoire, c'est quelque chose que j'avais pas fait avant la scénarisation. Et ça m'allume, ça m'intéresse ça, beaucoup. Et puis oui, trouver la réplique. La réplique qui fait que t'as pas besoin justement d'une réplique ça de long. Là. Ça peut être 2 mots, puis tout va passer. Là. Ça fait partie des affaires qui me font triper en scénarisation. Est-ce qu'il y a d'autres projets, que ce soit pour la télé ou pour le cinéma, qui ont été développés, qui se sont arrêtés, d'autres qui sont en cours de développement actuellement? Ou c'est dans le futur, le retour à la scénarisation? J'espère que c'est dans le futur. Pour l'instant, j'ai eu quelques projets de long-métrage qui existent encore, mais que je sais pas trop si ça va se faire ou pas ou quoi. Ma plus grosse peine, c'est... il y a eu un projet concret d'adapter Pavel à la télé. Et j'avais écrit avec un producteur super le fun, une réalisatrice que j'adore. Que c'était le fun de travailler avec elle, Zoé Pelcha. J'ai vraiment aimé travailler avec elle sur le développement. J'ai écrit 3 premiers épisodes. J'avais un super conseiller à la scénarisation, vraiment, qui m'a appris beaucoup, avec qui j'ai trippé. Et j'y croyais. J'aurais vraiment aimé que ça se fasse. Tout le monde y croyait aussi beaucoup. Tout le monde aimait beaucoup, beaucoup ce projet-là. Et finalement, le diffuseur a décidé de ne pas le faire. C'est dur. C'est dur, ça, parce que j'aime beaucoup ce que j'avais fait. Les 3 premiers épisodes étaient bons. C'était sur un 8 épisodes. Fait que les 3 premiers étaient, je crois, très, très bons, très, très forts, différents un peu trop, probablement différents. C'est de la télé-jeunesse qui est calé ailleurs complètement avec Pavel. Un peu comme Pavel, la série aussi, à l'écrit. C'est quelque chose qui a marqué un peu, je le dis humblement, parce que c'est ce qu'on m'a dit souvent, que ça a modifié la littérature jeunesse un peu. Là, ça a été quelque chose qui était tellement en dehors des sentiers battus de ce qui se faisait en littérature jeunesse quand c'est sorti que ça a eu un impact réel sur le milieu littéraire jeunesse au Québec. Je pensais qu'on pourrait faire de la télé aussi qui irait ailleurs. On s'est retrouvé avec un diffuseur un peu frileux, qui au début était bien enthousiaste et qui, plus ça avançait, plus c'est super plate parce qu'il lisait le scénario puis il disait on le voyait pas comme ça, puis c'est comme ça qu'on l'a pitché. Là. On vous a dit que ça allait être ça. Là. Tu m'as demandé de faire 3 épisodes, je t'ai dit oui, mais ça va être ça. Là. Puis tu m'as dit oui, je le sais, puis c'est ça que je veux. Puis ensuite, je te le montre, puis tu dis c'était pas tellement ça que je voyais.
c'est plate un peu. Il y a quelques années, ma trilogie jeunesse, Lily, est allée en développement avec un diffuseur. On m'a fait faire 2 étapes de développement, donc 5 épisodes au complet. Puis à chaque fois, leurs commentaires, c'était des petits trucs à tweaker, à changer. C'était super positif. Puis la raison pour laquelle le diffuseur a reculé, c'était le public cible. Parce que il se disait, en télé, surtout pour la jeunesse, on se dit que les téléspectateurs regardent une histoire de personnages plus vieux qu'eux. Donc, moi, mon personnage a 14, 15 et 16 ans dans les 3 tomes, mais il se disait que c'était pour du 9-11 ou 9-12. J'étais comme, je sais que c'est ça dans le milieu qui se dit, mais moi, je connais ma façon d'avoir écrit mes livres, puis comment je vais aborder des situations dans la série. Il y a une maturité trop présente pour du 9-12. Je leur ai dit dès la première rencontre. Puis 1 an, 1 an et demi plus tard, c'est ça la raison qu'ils m'ont donné pour reculer. Ouais, c'est plate. C'est vraiment plate et douloureux. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve difficile par rapport à l'écriture de romans. Tu sais, l'écriture de romans, moi, il n'y en a pas un qui n'a pas été publié. J'ai pas écrit un livre qui s'est pas fait. Ouais, même chose. Alors que des longs métrages, j'en ai écrit 5 au total dans ma vie. Puis il y en a un qui s'est fait. Puis les autres, version 1, version 2, version 3, pas tellement plus que là, certains version 1. Toutes des choses que j'aime, là, que je trouve qui feraient des crises à bons films. Puis que ça n'a pas marché. Il y en a qui sont un peu dans le flou présentement. Peut-être qu'à un moment donné, je les relancerai, tout ça. Puis bon, Pavel pour la télé, même chose, qui se fera pas. Je trouve ça dur d'écrire pour rien. Tu sais, oui, t'es payé. Okay. Puis oui, t'apprends. Oui, t'apprends, puis oui, t'es payé, mais je trouve ça vraiment, vraiment pénible que d'écrire quelque chose que j'aime, puis de me dire, ben, ça va rester ça. Ça va rester un fichier sur mon ordinateur, puis des paquets de feuilles dans une boîte de recyclage chez un producteur. T'as des fois l'espoir que dans 10 ans, ça revienne, puis que les projets voient le jour? Malheureusement, de ce que je comprends du milieu, c'est pas comme ça que ça marche. Quand quelque chose, quand t'as manqué ta chance, ça disparaît. Là, j'avais ma chance pour Pavel. J'ai fait ce que je croyais qui était bon pour que ça devienne une série télé vraiment cool. C'est pas mal fini. Je peux regarder en avant puis me dire les pranks, peut-être. Ça pourrait faire une bonne série télé quand j'aurais écrit 3-4 tomes. Je pense que ça ferait une super bonne série télé. Mais pour l'instant, non, c'est ça. Je suis pas... Les films, c'est autre chose. La télé, je pense que non. Les films, moi, je pense que je pourrais reprendre une de mes anciennes idées qui me fait encore triper. Relire ma version 1 que j'avais, la retravailler en fonction de... Puis aller pitcher ça à un producteur, puis le montrer à un réalisateur, des réalisateurs que je connais, puis dire hey, on travaille-tu là-dessus? Let's go, on fait ça. Puis pouvoir avancer ça. Ça, j'y crois un petit peu plus, parce que les étapes où j'ai été, c'est plus des étapes de... Tu sais, un producteur ne s'intéresse pas à ton projet, même si c'est lui qui a payé le développement, mais s'il te redonne les droits, puis tu peux le faire avec quelqu'un d'autre, ben, un jour peut-être. Fait que ça, je suis pas contre. Par contre, j'ai tellement des nouvelles idées tout le temps que c'est même moi qui mets ça de côté, tu sais, puis qui me dit non, OK, là, j'ai une meilleure idée ou complètement autre chose que j'ai le goût d'avancer, puis je vais voir. Sauf que c'est sûr qu'à un moment donné, écrire des films sans qu'ils se fassent, j'ai donné. J'aimerais ça que les prochains se fassent. Ça. Je vais aborder une thématique avant la fin. Je reviens dans le giron littéraire. Tu sais, dans les dernières années, en adulte, tu as publié Les Écrivements, Ici et ailleurs, Une fille pas trop poussiéreuse. Puis ça a été avec différentes maisons d'édition. Tu es passé de... tu es allé chez Alto et tu es revenu chez Stanké. Est-ce que je peux te demander pourquoi ce chemin-là? Oui. Le virage chez Alto... C'était pour me mettre en danger un peu. Parce que je savais qu'Ici ailleurs, c'était un projet complètement autre. T'sais, c'est celui qui allait dévier le plus de ce à quoi j'avais habitué mon lectorat et les éditeurs et le milieu, et peu importe. Et je me disais que si je le faisais avec mon éditeur habituel, peut-être que j'allais me retrouver dans une situation où il allait dire « Ah, Mathieu Simard, on le veut. OK, c'est beau. On le prend. » Puis c'est ça, sans me challenger dessus. Puis j'avais besoin de quelqu'un qui allait me dire «
ça marche pas, ça c'est pas bon, ça c'est pourri. Parce que je me mettais en danger moi-même en l'écrivant, puis je voulais que ce soit ça aussi dans tout le processus. Je voulais pas de confort. Et j'avais peur qu'avec Stanké, ce soit un peu trop confortable, et pour eux et pour moi. Et aussi l'éditeur avec lequel j'avais travaillé, l'éditrice avec laquelle j'avais travaillé sur mon plus récent de chez Stanké ne travaillait plus là, donc ça aurait été de toute façon un nouvel éditeur. Je comprends. Et j'aurais pas su qui. Je connaissais pas qui travaillait là. Ça. Alors que je connaissais un peu Antoine personnellement. Et, chez Alto. Chez Alto. Et je savais qu'Antoine allait me détruire s'il y avait à me détruire, qu'il se gênerait pas pour le faire. Et je savais que j'avais la possibilité de lui envoyer un manuscrit qu'il refuserait. Mm-hmm. Ça se pouvait. Mais je voulais ce défi-là. Je voulais ce challenge-là, et ça a porté fruit parce que justement, j'ai eu Antoine qui m'a ramassé sur plein d'affaires, puis qui s'est pas gêné pour me dire ce qu'il pensait de chaque phrase. Et j'ai eu le travail que je voulais sur ce roman-là. Puis pourquoi t'es revenu chez Stanké? Parce que je les aime, d'une part. J'aime les gens chez Stanké. Je me sentais une certaine fidélité à Joanne Gay. Et quand je suis allé chez Alto, je suis allé dîner avec Joanne pour lui dire que je faisais mon prochain chez Alto, mais que ça voulait pas dire que je les aimais pas. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, mais c'est sûr que je vais en refaire un avec toi, à un moment donné. Et quand j'ai écrit Une fille pas trop poussiéreuse, comme c'était la reprise 15 ans plus tard d'Échecs amoureux et autres niaiseries, ça me semblait logique de retourner au même éditeur qu'Échecs amoureux et autres niaiseries. Et c'était quelque chose, comme je disais, c'était tellement flyé out there dans ma tête, c'était tellement mon kick de délire que je me disais, j'ai pas besoin de tant d'édition sur celui-là. Souvent, j'aime beaucoup avoir de l'édition. Celui-là, c'est tellement un trip personnel que je suis à l'aise avec ce qu'il est. Je vais prendre les commentaires, mais je suis prêt à travailler avec quelqu'un que je connais pas, dont je connais pas la qualité de travail ou tout ça. Puis finalement, c'était Marie-Ève Gélina. Super bonne. Oui. Elle est excellente même, mais c'est ça, j'avais pas ce besoin-là d'être challengé tant que ça sur ce projet-là. Fait que ça me semblait parfait pour revenir chez Stanké. J'aime garder des relations bonnes avec mes éditeurs, puis je le fais avec... j'essaie de le faire avec Les Malins, présentement, chez qui je travaille. J'ai des projets à La Bagnole. Il y a la suite des pranks, mais ma dernière question, c'est si tu avais à me résumer les projets qui t'attendent, c'est quoi? Écoute... Il y en a 36? Il y en a 36, mais il n'y en a pas des... à part le tome 2, j'ai quelques albums tout petits. À La Bagnole. À La Bagnole. J'ai du roman première lecture à La Bagnole, pour lequel je me suis engagé. Un autre trip pour moi, ça. Parce que du première lecture, c'est complètement autre chose. Hein? T'écris... ça va être un défi de trouver comment placer de l'humour, mon humour. Dans la simplicité totale. Dans la simplicité du texte. Comment faire des jeux de mots à des lecteurs qui apprennent les mots tout simplement. Ouais. Puis, mais je vais m'amuser avec ça beaucoup, je crois. J'ai ça, puis j'ai... si tu m'avais posé la question il y a 1 an, j'aurais pu te décrire précisément c'était quoi mon prochain roman adulte, mais depuis, j'ai eu comme 2 autres super bonnes idées, fait que ça va être un des 3 selon le feeling du moment quand j'y serai rendu. Ça, c'est pour les romans, puis la scénarisation, ben... J'aimerais ça écrire un film. Autant j'ai l'impression que la télé, ça serait bien. Là. J'aimerais ça faire de la télé, mais j'ai aimé l'expérience d'un film. J'ai beaucoup aimé l'expérience d'un film. Puis j'ai l'impression que j'ai d'autres films en moi que je peux écrire. Je pense que oui, et je te le souhaite. Merci. Sur ces belles paroles, juste avant de quitter, je veux dire aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent qu'elles peuvent suivre la page Facebook Comme un livre ouvert balado et prendre une grande respiration. Je veux dire tous les épisodes qu'on peut rattraper. Et il y en a beaucoup. Alors, Geneviève Peterson, Natacha Canapé-Fontaine, Hélène Dorion, Véronique Grenier, Claudia Larochelle, Lucie Pagé, Michel Ouimet, Michel-Marc Bouchard, Kamal Amakrel, India Desjardins, Fanny Britt, Elkana Talbi, c'est pas fini, Vanessa Bell, Alexandra Larochelle, Erika Soucy, Guillaume Morissette, Martin Michaud, Patrick Sénécal et Simon Boulris. Et toi, Mathieu Simon, je te dis merci beaucoup. Merci à toi.